Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire de pelvie-périnéologie du 12 juin 2026, proposée par Erwan Lerumeur, kinésithérapeute à Paris. Émission d'information, pas de conseil médical individualisé, les références sont en description. Cette semaine, notre veille a remonté 65 articles. Le thème du jour, les douleurs pelviennes, et surtout la manière dont la rééducation, les techniques physiques, la neuromodulation et l'évaluation musculo-squelettique sont désormais testées avec des critères de plus en plus concrets. On va parler de dysménorrhée, de douleurs pelviennes chroniques avec hypertonie périnéale, de respiration, de courant capacitif et résistif, de douleurs pudendales, d'hypermobilité, d'endométriose, de thérapie myofaciale à distance, d'intelligence artificielle, mais aussi de continence et de qualité de vie en fin d'épisode. L'idée centrale est simple. Face aux douleurs pelviennes, il ne suffit plus de dire c'est multifactoriel. Il faut mieux identifier les profils, mieux choisir les outils, mieux mesurer les réponses et rester prudent dès que les preuves sont préliminaires. Première rubrique, à la une. 2 essais randomisés qui parlent directement au kiné. Premier article important, Yakut Yeşilyurt, Birinci Olgun, Da et al. Dans BMC Women's Health. Les auteurs évaluent l'effet d'un entraînement des muscles du plancher pelvien avec ou sans respiration inspirée de la dynamique neuromuscular stabilization chez des femmes avec dysménorrhée primaire. 66 femmes sont réparties en 3 groupes, entraînement du plancher pelvien plus respiration, entraînement du plancher pelvien seul ou absence d'intervention. Le programme dure 4 semaines, à raison d'une séance par semaine. Les critères portent sur les symptômes menstruels, la douleur et la qualité de vie. Les résultats sont intéressants. Les 2 groupes actifs améliorent les symptômes menstruels et les scores de douleur, et les bénéfices se maintiennent à 3 mois. En revanche, l'ajout de la respiration DNS ne fait pas mieux que l'entraînement périnéal seul. Autrement dit, dans cette étude, le plancher pelvien est le signal principal, et la respiration ajoutée ne montre pas de bénéfices supplémentaires mesurables. Le message clinique est utile. Dans la dysménorrhée primaire, un programme court, structuré et non médicamenteux peut réduire les douleurs et les symptômes. Mais il faut éviter de surcharger les protocoles avec des couches techniques supplémentaires si elles n'apportent pas de gains démontrés. Pour la pratique, cela pousse à revenir aux bases, indications claires, progression simple, observance, réévaluation. Deuxième article à la une. Garcia, Ladrinian Maestro, Ferry Morales et Sierra, dans l'European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. Cette fois, on est dans la douleur pelvienne chronique primaire chez la femme avec hypertonie du plancher pelvien. Les auteurs comparent la diathermie par transfert capacitif et résistif, ou CRET, à un traitement placebo. L'étude est multicentrique, randomisée, contrôlée par placebo. 44 femmes complètent l'essai, toutes reçoivent les soins habituels et le groupe actif reçoit en plus un protocole intravaginal standardisé de CRET. Les critères évaluent la douleur, la qualité de vie et l'activité électromyographique de repos du plancher pelvien. Les résultats sont plutôt marqués. Dans le groupe CRET, la douleur diminue davantage que dans le groupe placebo, avec une réduction médiane d'environ 40 à 50 mm sur l'échelle visuelle analogique. L'amélioration est maintenue au suivi de 6 semaines. Les scores McGill diminuent aussi, la qualité de vie s'améliore, notamment dans les domaines physiques et psychologiques, et l'activité électromyographique de repos du plancher pelvien baisse davantage dans le groupe actif. Aucun événement indésirable n'est rapporté. Ce papier est important parce qu'il teste une technique physique utilisée en pratique, mais avec un design placebo. Il ne transforme pas la CRET en solution universelle. L'échantillon reste limité, le suivi est court et on a besoin de confirmations indépendantes. Mais dans un sous-groupe précis, douleur pelvienne chronique primaire avec hypertonie objectivée, le signal est clinique et cohérent.
douleur, qualité de vie et activité musculaire de repos vont dans le même sens. Ces deux essais donnent le ton de la semaine. Ils ne disent pas que tout se traite par le périnée, ils disent que, dans certains profils, le plancher pelvien est une cible mesurable et que les techniques doivent être évaluées avec des critères clairs. Deuxième rubrique, mieux comprendre la douleur pelvienne. Pour prendre du recul, Carré, Chou, Schiff et Hall publié dans Clinical Obstetrics and Gynecology une revue sur les composantes musculosquelettiques de la douleur pelvienne chronique. Le résumé rappelle que la douleur pelvienne chronique touche jusqu'à 24% des femmes dans le monde et que les douleurs ou dysfonctions musculosquelettiques sont présentes dans la majorité des cas, mais souvent négligées lorsque l'approche reste centrée sur les organes. Les auteurs insistent sur l'évaluation du mouvement, l'examen du plancher pelvien, mais aussi de la hanche, du rachis et de la paroi abdominale. C'est un point important. Chez beaucoup de patientes, l'examen ne devrait pas opposer gynécologique et musculosquelettique. La question est de savoir quelles structures participent au tableau: plancher pelvien, vestibule, hanche, cicatrice, abdomen, colonne, système nerveux, sommeil, fatigue, peur du mouvement ou évitement sexuel. Cette revue reste une synthèse clinique, pas un essai thérapeutique, mais elle met des mots sur un problème fréquent. Si l'examen est trop centré sur les organes, on risque de manquer des facteurs modifiables. À l'inverse, si la rééducation devient trop généraliste, on peut perdre le fil diagnostique. L'enjeu est donc d'articuler bilan local, bilan fonctionnel et hypothèse clinique testable. La question de la douleur pudendale apparaît avec Battle, Garcia, Lee et Hall dans le Journal of Vascular and Interventional Radiology. Les auteurs analysent rétrospectivement des cryoablations du nerf pudendal guidées par scanner. Sur 202 procédures unilatérales, 75 disposent d'un suivi adéquat pour l'analyse principale. Les auteurs testent 3 critères de sélection: un événement déclenchant identifiable, une douleur périnéale unilatérale compatible avec le territoire pudendal et une réponse positive à un bloc diagnostique pudendal guidé par scanner. Résultat, 65,3% des procédures analysées obtiennent au moins 50% de réduction de douleur, mais le résultat est nettement meilleur lorsque les 3 critères sont présents: 77,4% de réponse contre 36,4% si tous les critères ne sont pas réunis. La réduction moyenne de douleur est aussi plus élevée, 69,1% contre 29,5%. Aucun événement indésirable majeur n'est rapporté. Ce n'est pas un essai randomisé et ce n'est pas un papier de kinésithérapie, mais le message est très utile pour la filière douleur. La sélection du patient compte énormément. Une technique invasive peut paraître efficace dans une population bien choisie et beaucoup moins pertinente dans une population mal caractérisée. Pour la rééducation aussi, c'est un rappel. Le diagnostic fonctionnel et les critères d'indication ne sont pas des détails administratifs. Ils conditionnent probablement une grande partie du résultat. Toujours sur les gestes interventionnels, Benzon, El-Mofty, Shankar et Al-Publient dans Regional Anesthesia and Pain Medicine, des recommandations sur l'usage des corticoïdes dans les blocs sympathiques, les blocs de nerfs périphériques et les injections de points gâchettes chez l'adulte douloureux chronique. Le document est large, mais un point nous intéresse particulièrement. Les auteurs ne trouvent pas de preuves en faveur de l'ajout de corticoïdes dans les blocs pudendaux. Ils soulignent aussi les effets indésirables potentiels des corticoïdes, notamment sur la glycémie, la densité minérale osseuse et l'axe hypothalamo-hypophysaire. Pour la pelvipérinéologie, ce n'est pas un détail. Beaucoup de patients douloureux naviguent entre kiné, gynécologie, urologie, douleur, imagerie et infiltration. Le rôle du kiné n'est pas de décider de l'indication d'un bloc, mais de comprendre ce qui est proposé, de repérer le niveau de preuve et de ne pas présenter une infiltration comme une évidence
lorsqu'elle repose sur une base fragile ou très dépendante du contexte. Du côté des profils patients, Barton, Moss, Ellis et Hall publient dans Rheumatology International une étude transversale sur les femmes présentant hypermobilité, syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile ou trouble du spectre de l'hypermobilité avec douleur génito-pelvienne. Le papier décrit une forte présence de vestibulodynie provoquée chez les patientes avec diagnostic d'Ehlers-Danlos hypermobile. Parmi les patientes avec vestibulodynie provoquée, une partie présente une allodynie postérieure évoquant une contribution d'hypertonie du plancher pelvien, tandis qu'une autre présente une douleur vestibulaire plus diffuse, suggérant d'autres mécanismes possibles, inflammatoires, neuroprolifératifs ou hormonaux. Ce papier a des limites, études transversales, population spécialisée et pas de conclusion causale. Mais il est intéressant pour la pratique car il rappelle que douleur à la pénétration ne signifie pas toujours le même mécanisme. Chez une patiente hypermobile, on peut trouver une contribution myofasciale, vestibulaire, inflammatoire, hormonale, anxieuse, traumatique ou mixte. L'intérêt clinique est donc de ne pas mettre toutes les dyspareunies dans la même case et de tester les hypothèses une par une. Dans l'endométriose, Anbari Moghadam, Akhondzadeh Nougabi et Jahanian Sadat Mahaleh publient dans BMC Medical Informatics and Decision Making un modèle de machine learning interprétable pour classer l'endométriose à partir de 1489 dossiers et 52 variables cliniques. Le modèle par règle obtient une R sous la courbe de 0,906 pour une classification binaire et une R moyenne de 0,705 pour les stades. Les variables clés incluent douleur pelvienne, dysménorrhée, dyspareunie, saignement sévère, marqueurs tumoraux, âge et indice de masse corporelle. Ce type de papier attire facilement l'attention parce qu'il parle d'intelligence artificielle. Le point intéressant n'est pas de promettre un diagnostic automatisé, c'est plutôt l'effort d'interprétabilité. Fournir des règles lisibles aux cliniciens. Mais la validation clinique réelle reste le point décisif. En endométriose, où les délais diagnostiques et les douleurs sont complexes, l'intelligence artificielle peut aider à structurer le raisonnement, pas remplacer l'examen, l'imagerie ni la décision spécialisée. Toujours autour de l'endométriose et de l'adénomiose, Ni, Yi, Liu et Al publient dans Reproduction and Fertility une petite étude pilote sur la stimulation transcutanée auriculaire du nerf vague. 6 patientes seulement, 4 avec adénomiose et 2 avec endométriose. Le traitement dure 6 mois et semble bien toléré, avec soulagement de la douleur à 3 et 6 mois. Les auteurs sont prudents, résultats encourageants, mais étude trop petite pour conclure. Ce papier est typiquement une brève de veille. Il signale une piste, pas une preuve. Il est intéressant parce qu'il relie douleur menstruelle, système autonome et neuromodulation non invasive. Mais en pratique, il ne doit pas être vendu comme traitement validé. Il doit plutôt être rangé dans la catégorie hypothèse physiologique plausible, signal clinique très préliminaire, besoin d'essais contrôlés. La technologie à distance apparaît avec Kothari, Bohorquez, Hubbard et Hall dans un préprint Research Square sur le SmartWand. Le dispositif est conçu pour les dysfonctions hypertoniques du plancher pelvien et la douleur pelvienne chronique. L'idée est de permettre aux thérapeutes de cartographier des points myofasciaux en consultation, puis de guider la patiente à domicile avec des informations sur la profondeur d'insertion, l'orientation et la force appliquée. L'étude inclut 20 femmes, 10 avec dysfonction hypertonique et 10 contrôles. Le dispositif montre une excellente reproductibilité pour la profondeur et l'orientation et une bonne reproductibilité pour la force appliquée. C'est un résultat technique, pas encore un résultat thérapeutique. Il ne démontre pas que les patientes vont moins souffrir. Mais il pose une question importante.
Comment rendre plus accessible une thérapie manuelle interne qui dépend normalement d'un thérapeute formé, tout en conservant un minimum de précision et de sécurité? Ce sujet est sensible. Les outils à domicile peuvent réduire les barrières d'accès, mais ils peuvent aussi créer de faux raccourcis. Pour les douleurs pelviennes, surtout lorsqu'il existe hypertonie, allodynie ou antécédents traumatiques, l'autonomie doit être construite progressivement. La promesse technologique ne remplace pas l'indication, le consentement, la pédagogie et le suivi. Dans le même registre de l'information patient, Gokmen Karasu, Sinar, Kuyushu et Al publient dans Digital Health une évaluation de ChatGPT 4o pour l'éducation des patients sur l'incontinence urinaire. 13 questions issues de recommandations sont posées au modèle en turc. Les réponses sont jugées très compréhensibles, avec un pic à 94,4% pour les explications diagnostiques, mais moins actionnables, notamment pour les questions chirurgicales. Le contenu est globalement jugé de fiabilité correcte, mais souvent difficile à lire, avec un niveau linguistique universitaire. Ce papier n'est pas centré douleurs pelviennes, mais il est très utile pour nos pratiques numériques. Les patients peuvent obtenir des explications claires, mais pas forcément des étapes concrètes, adaptées et compréhensibles pour tous. En santé pelvienne, où les symptômes sont intimes, chroniques et parfois peu discutés, l'intelligence artificielle peut aider à vulgariser, mais elle peut aussi produire un discours trop général, trop complexe ou trop peu opérationnel. Le professionnel reste nécessaire pour transformer l'information en action. On retrouve cette idée d'expérience vécue avec Mansour, Fahmy, D'Amico et Al dans International Urogynecology Journal sur le boîtier implantable de neuromodulation sacrée. La neuromodulation sacrée est utilisée pour des troubles urinaires et anorectaux réfractaires. L'étude interroge 100 patients opérés dans les 2 dernières années. 62% sentent la présence du boîtier, 18% rapportent des limitations de sommeil ou de mouvement, 36% une gêne liée à l'activité et 11% éteignent le dispositif pour des raisons non liées à l'IRM. Les patients plus minces semblent plus gênés. Le message est simple. L'efficacité d'un traitement implantable ne se limite pas au score urinaire ou digestif. Le dispositif vit avec le patient. Sommeil, sport, position assise, perception corporelle, manipulation, crainte de panne. Pour informer correctement, il faut parler de bénéfices attendus, mais aussi de charges matérielles. 2 papiers de continence complètent utilement ce journal. Tsuchiya, Yagi, Nishida et Al, dans Quality of Life Research, analysent plus de 12 000 adultes japonais de 65 ans et plus. L'hyperactivité vésicale touche 27,9% des participants et s'associe à une baisse cliniquement pertinente de qualité de vie. La qualité de vie baisse avec la sévérité, et l'urgenturie avec incontinence est particulièrement pénalisante. La dimension soins personnels est la plus affectée. Même si l'épisode est centré douleur, cet article rappelle une continuité clinique. Douleur, urgence, incontinence, fatigue et qualité de vie s'additionnent souvent. Beaucoup de patients ne consultent pas pour un symptôme isolé, mais pour une combinaison qui finit par réduire leur liberté. Chez les patients avec sclérose en plaques, Cohen, Yang et Tam, dans Current Urology Reports, rappellent que les symptômes du bas appareil urinaire peuvent toucher jusqu'à 90% des patients. Une prise en charge efficace doit préserver la fonction rénale et la qualité de vie en combinant évaluation, traitements comportementaux, pharmacologie, toxines botuliques, neuromodulation ou chirurgie selon les cas. Erkan, Kosser et Sétain, dans Multiple Sclerosis and Related Disorders, ajoutent que la dysfonction intestinale neurogène est associée aux symptômes urinaires, à la fatigue et à une baisse de qualité de vie physique. Là encore, l'intérêt clinique est de ne pas séparer artificiellement vessie, intestin, fatigue et fonction. Dernière rubrique, les brèves. Première brève, Ferrari,
Pisacreta, Bonciani et al. Dans Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, suivent 10 576 femmes de la grossesse à 12 mois postpartum. L'incontinence fécale reste minoritaire entre 3 et 5,5%, mais elle persiste chez certaines femmes et s'associe à plusieurs facteurs: âge, surpoids, grossesse à risque, accouchement instrumental, lésions périnéales, épisiotomie, poids de naissance élevé et difficulté d'accès aux services. Point important, dans cette cohorte, l'entraînement des muscles du plancher pelvien n'apparaît pas protecteur. Deuxième brève, Mala, Dumouchtis, Panayi et al. Dans Journal of Clinical Medicine, analyse les lésions obstétricales du sphincter anal dans une maternité tertiaire britannique. Parmi 9 586 accouchements vaginaux, l'incidence est de 2,82%. Les facteurs indépendants incluent nulliparité, origine asiatique, dystocie des épaules et poids de naissance supérieur ou égal à 4000 grammes. L'épisiotomie est associée à une moindre probabilité ajustée d'OASIS, mais les auteurs rappellent qu'il s'agit d'une association observationnelle, pas d'une preuve causale. Troisième brève. Hashiramoto, Takita, Arakaki et al. Dans Scientific Report, évaluent l'échographie transpérinéale avant forceps. Après appariement par score de propension, l'échographie est associée à moins d'événements maternels et néonataux composites, avec moins de situations nécessitant au moins 3 tractions. C'est un papier intéressant sur l'imagerie comme outil de sécurisation de l'accouchement instrumental. Quatrième brève, Nalda, Inostroza, Whipple et al. Dans International Urogynecology Journal interrogent 366 marathoniennes. L'incontinence urinaire d'effort concerne 33,9% des participantes, les symptômes de boule vaginale 23,5%, la douleur sexuelle 20,2% et l'incontinence fécale 7,1%. La distance de course n'est pas associée aux symptômes. L'âge et la parité comptent davantage. Cinquième brève, Holde et Svenningsson, dans International Urogynecology Journal, analyse 34 280 chirurgies de bandelettes sous-urétrales du registre norvégien. L'expérience et le volume du chirurgien sont associés à une meilleure guérison objective après TVT, mais l'effet est faible et ne se retrouve pas de la même manière sur les résultats subjectifs. Conclusion, cette semaine, la veille montre une évolution intéressante. Les douleurs pelviennes et les dysfonctions périnéales sont de plus en plus abordées avec des profils, des critères et des outils mesurables. Yakut Yeşilyurt et al. Montrent qu'un entraînement du plancher pelvien peut réduire la douleur et les symptômes de dysménorrhée primaire, sans bénéfice supplémentaire démontré, de la respiration DNS. Garcia et al. Apportent un essai placebo positif sur la CRET dans la douleur pelvienne chronique avec hypertonie périnéale. Carey et al. Rappellent l'importance d'un vrai bilan musculosquelettique. Battle et al. Montrent que la cryoablation pudendale dépend fortement de critères de sélection. Barton et al. Attirent l'attention sur l'hypermobilité et les douleurs génitopelviennes. Et les papiers sur SmartWand, ChatGPT 4o et la neuromodulation sacrée rappellent que la technologie n'a de valeur clinique que si elle aide vraiment le patient à agir, comprendre et suivre son traitement. Le message pratique est donc clair. Face à la douleur pelvienne, il faut sortir des généralités, chercher les mécanismes probables, tester les hypothèses, mesurer la réponse et distinguer les signaux solides des pistes encore exploratoires. Merci d'avoir suivi cette veille. Vérifiez toujours les détails des études et les recommandations officielles avant de modifier vos pratiques. Retrouvez les références en description et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.